Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cette capsule à la rhétorique dans les essais de Montaigne. C'est un résumé de chapitre, l'essayiste devant sa rhétorique tiré de Le fonctionnement de la rhétorique dans les essais de Montaigne de Kreutzmann. Les objectifs sont de mieux comprendre les innovations de Montaigne par rapport à son contexte. Montaigne est lu par beaucoup de monde, des juristes, des personnes comme moi, simplement en quête de sagesse, des philosophes, des littéraires, alors aujourd'hui des ethnologues, des anthropologues, alors aujourd'hui des historiens bien sûr. Aujourd'hui c'est plutôt l'approche littéraire de Montaigne. Et cette approche est importante, donc Montaigne écrivain, pour comprendre l'argumentation et l'esthétique. Alors, le contexte de Montaigne, c'est celui d'une rhétorique déjà existante, où, selon Hugo Friedrich, que cite Kreutzmann, la forme prime sur le fond, chez les premiers humanistes. Donc, qui sont ces premiers humanistes? Pétrarque, Leonardo Bruni, Laurent Valla, qui déforment leur langage naturel en arrangeant leur pensée, donc dans un ordre logique et artificiel. Donc, c'est la pensée qui est soumise à l'ordre a priori de la rhétorique, qui est défini a priori donc. Montaigne s'interroge dès les premiers essais sur la théorie de la rhétorique comme science rigoureuse et idéal et artificiel. C'est un style idéal. Or, Montaigne, lui, a un code ontologique qui est fondé sur l'expérience vécue. Pour lui, la rhétorique comme code universel a besoin d'une connaissance personnelle. Et son nouveau code rhétorique lui permet de se former et d'engendrer son écriture au moment où il écrit. Il part du sujet vivant et écrivant. Et ce que dit Kreutzmann, c'est qu'il n'y a pas de je entre guillemets écrit, je écrit entre guillemets, anonyme, mais un entre guillemets j'écris au présent. Il s'agit donc d'un code personnel. Donc Montaigne cherche à éviter l'artifice, harpe, presse et mensongère, donc ça c'est ce qu'il dit au lecteur. Il veut être clair, il refuse le faux langage anonyme, il dit je. Je suis moi-même la matière de mon livre. Et il part de son expérience vécue. D'ailleurs, le dernier chapitre des essais s'intitule de l'expérience. Et il a un rapport authentique de présence entre lui et le texte. Il refuse de distinguer la rhétorique de l'ontologie, ce qui veut dire qu'il crée sa propre forme, sa propre manière d'exprimer ce qu'il est. Et ce qu'il fait, c'est s'abandonner à la connaissance qui se révèle au moment de l'écriture. Donc les premiers humanistes, ils ont un ordre à suivre et un code a priori, et lui, il est plutôt sur le mode de l'impromptu. Mes conceptions et mon jugement ne marchent qu'à tâtons, accord de proximité entre marche et jugement, chancelant, brochant et chopant. Quand je suis allé plus avant que je puis, si ne me suis-je aucunement donc un peu satisfait, je vois encore du paysage au-delà, mais d'une vue trouble et en nuages que je ne puis démêler. Il se méfie de cette science verbale, qu'il appelle science verbale et vaine, pour des raisons éthiques, nourrice de présomption et de témérité.
Voilà, donc on a la science verbale, hop, on est présomptueux. Je peins principalement mes cogitations. Sujet informe qui ne peut tomber en production ouvrière. Alors, il a une antipathie pour Pline et Cicéron et pour l'éloquence pompeuse de ses contemporains. Donc j'ai mis petite image de Pline à gauche et de Cicéron à droite. Donc il y a aussi son contemporain Jean Lemaire de Belge. Et la pensée de Montaigne n'est pas une ligne droite, hein, comme celle de Calvin ou Lemaire de Belge. Il appelle d'ailleurs cette rhétorique traditionnelle une science de gueule. Moi, ça me rappelle beaucoup les sophistes de Platon. Et donc, il dit cela en 1,52, chapitre intitulé « De la parcimonie des anciens ». Il n'est rien si contraire à mon style qu'une narration étendue. Je me recoupe souvent à faute d'haleine. Je n'ai ni composition ni explication qui vaille. Donc c'est dans de la coutume et de ne changer aisément une loi reçue. Quant à Cicéron, sa façon d'écrire me semble ennuyeuse et toute autre pareille façon. Pour moi, qui ne demande qu'à devenir plus sage, non plus savant ou éloquent, ces ordonnances logiciennes et aristotéliques ne sont pas à propos. Il dit ça dans des livres et vous pouvez écouter cet essai, le début de cet essai sur cette chaîne. Les fantaisies de la musique sont conduites par art, les miennes par sort. Voilà, donc tout cet aspect impromptu. Je prononce ma sentence par article décousu, ainsi que de choses qui ne se peut dire à la fois et en bloc, dans de l'expérience. Alors, quelle est la différence entre ce que Kreutzmann a appelé la rhétorique culturelle et la rhétorique naturelle de Montaigne? C'est qu'il n'est pas question d'une disposition causale, puisque Montaigne essaie d'éviter à tout moment la disposition ordonnée de la rhétorique classique afin de créer une écriture décousue. Bon, c'est une rhétorique de l'ontologie, donc effectivement, Montaigne ne cherche pas des causes, hein, il en parle d'ailleurs au début des Coches. Je veux représenter le progrès de mes humeurs et qu'on voit à chaque pièce en sa naissance. Je prendrais plaisir d'avoir commencé plus tôt et à reconnaître le train de mes mutations. Il évoque à son propos un parler informe et sans règles, un jargon populaire. D'ailleurs, il écrit en langue vulgaire, hein, en français donc, alors que il pouvait tout à fait écrire en latin vu que c'est sa langue maternelle. Par un curieux artifice, c'est sa langue maternelle. Enfin, en tout cas, sa première langue. Je veux qu'on me voie mon pas naturel et ordinaire, ainsi détraqué qu'il est. Donc, pour résumer, la rhétorique culturelle, c'est un discours ordonné et codé artificiellement qui est divisé avec des connecteurs logiques. Il y a un ordre, une disposition, et on peut le répéter à l'infini puisqu'il règle le développement de l'essai a priori. Hein, c'est un modèle itérable, hein, un modèle qu'on peut répéter. Alors que la rhétorique naturelle de Montaigne, c'est un discours spontané et authentique où il élimine, il gomme les divisions et les liaisons apparentes et les transitions. Dans l'apologie de Raymond Sebon, par exemple, une fois qu'il a terminé sa réponse au premier argument des détracteurs, il s'avance dans la démonstration et il revient et dit « Ah, je me suis un peu avancé déjà ». Donc on ne peut pas répéter ce modèle.
Et d'ailleurs, il y a des commentateurs comme Bernard Sèvres qui disent que chaque essai suit sa propre démarche, sa propre argumentation, et qu'on ne peut pas plaquer de forme sur les essais parce que chaque essai suit sa propre démarche. Donc pour Montaigne, le discours pédant exprime une pensée préméditée qui évite justement la découverte du moi. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que Montaigne veut faire, puisque je suis moi-même la matière de mon livre, et perpétue le décalage entre le moi et la chose en limitant le jugement de l'homme. Or, Montaigne, justement, il est dans une démarche d'introspection, de je me connais moi-même, et donc il n'arrête pas justement de juger, de donner son avis, de dire ce qu'il pense. Pour Montaigne, la rhétorique, c'est une force corruptrice de la société qui aveugle le destinateur aussi bien que le destinataire du message, donc celui qui parle et celui qui reçoit le message, en noyant le sens commun dans le savoir sophistique des signifiants vides, nous dit Kreutzmann. Donc Kreutzmann relève une autre caractéristique, c'est la vocalisation de l'écriture, c'est-à-dire le fait de reproduire mimétiquement et syntagmatiquement les structures de la langue parlée. La voix qui énonce est plus proche et plus naturelle de l'âme que l'écriture. Il a appelé ça une anti-rhétorique ou une esthétique de la négligence. Cite Montaigne: « Je ne me trouve pas où je me cherche et je me trouve plus par rencontre que par acquisition de mon jugement. » Donc c'est dans des livres. Montaigne explique cette spontanéité partout dans les essais. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche. Un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque, plutôt difficile qu'ennuyeux, éloigné d'affectation, déréglé, décousu et hardi. Chaque lopin y fasse son corps, non pédantesque, non fratresque, non plaideresque, mais plutôt soldatesque, comme Suétone appelle celui de Jules César. Alors, le parler, c'est bien le fait de parler. Donc, il ne parle pas de son écriture, il dit ce qu'il aime. Mais après, il dit « je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre ». Puis une citation sur justement cette introspection, tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. Donc ce que Alain Legros, qui est donc un paléographe, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse les écritures et qui certifie les manuscrits de Montaigne comme étant les siens et ceux de la Boétie comme étant ceux de la Boétie, pense que les essais ont été dictés, qu'ils n'ont pas été écrits de la main de Montaigne, que Montaigne les a dictés. Alors, voilà une citation qui appuie cette idée. « Le hasard y a plus de droit que moi. L'occasion, la compagnie, le branle même de ma voix, c'est-à-dire la vibration des sons que j'émets, tire plus de mon esprit que je n'y trouve lorsque je le sonde et emploie à part moi. Ainsi, les paroles en valent mieux que les écrits, s'il peut y avoir choix où il n'y a point de prix. » Et pour son fils, j'aimerais mieux que mon fils apprit à parler aux tavernes qu'aux écoles de la parlerie. Alors, Montaigne n'avait pas de fils, il avait une fille seulement, Léonore, il a eu 5 enfants, mais 4 sont morts en bas âge, une seule a survécu. Donc ce que dit Kreutzmann, c'est que vraiment, Montaigne essaye de démystifier la rhétorique en transférant l'autorité de l'écrit au parler, qu'il vise un langage qui naisse spontanément du vécu et d'une expérience intérieure. Voilà pourquoi je dis
que Montaigne invente sa propre forme, de même que Dante a inventé sa propre forme. Il a écrit en langue vulgaire et non en latin, c'est-à-dire en toscan, en annonçant que plus tard on parlerait la langue de Dante. Toute l'Italie parlerait la langue, ma langue, l'italien, ce qu'il a appelé l'italien. Il l'a théorisé. Rimbaud, dans Illumination, invente aussi sa propre langue. Platon invente les dialogues pour avoir une pensée mouvante, explique Monique Dixot. Voilà. Toutes ces grandes âmes, qui pour moi ne sont pas des écrivains, mais des grandes âmes, qui ont un message à transmettre, inventent une forme qui soit proche de la langue de leur âme. Alors, personnellement, moi, j'étudie la langue orale, et je peux vous dire que nous avons beaucoup de mal parce que la langue orale n'est pas considérée comme légitime. Maintenant, nous étudions les corpus oraux en linguistique, mais c'est très très difficile. De même qu'il est très difficile d'enseigner la langue parlée, hein. On a tendance à croire que c'est l'écrit qui est premier, même si Saussure a rappelé que c'était l'oral qui était premier. Donc on a tendance à enseigner aux gens la langue écrite, à leur dire que l'oral c'est faux, et à ne pas enseigner aussi la compréhension orale, par exemple. Donc là, on voit au XXIe siècle que Montaigne a dépassé des débats qu'on met timidement sur la table, comme on dirait en anglais, au XXIe siècle. Voilà, c'est la très très grande génialité de Montaigne. Donc là, c'était pas Kritzmann qui parlait, c'était moi. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Moi, ça m'a été très utile de découvrir le livre de Kritzmann au sujet de l'écriture de Montaigne. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre qui est très difficile à trouver. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une capsule. J'espère que vous avez pu suivre sans trop mettre en pause et je vous remercie de votre attention.